sur une surface de 19 cm de large par 7,5 cm de haut, un strip de bande dessinée de 4 cases en noir et blanc. Un personnage unique et agenouillé s'active au-dessus d'une cuvette de WC. La narration est chronologique. Un plan de profil se resserre, le montre du dessus et enfin de face. Un fond rayé fait ressortir le personnage. Agité de borborigmes nauséeux, celui-ci semble en proie à l'un des symptômes de l'indigestion. En haut à gauche, le titre manuscrit nous donne une indication sur le sujet traité. La dernière case présente le personnage assis, souriant, visiblement soulagé. Son pull est maculé de vomi. Dessiné à la plume d'une encre d'un noir profond, les cases laissent par endroits apparaître des traces de blanc correcteur. Publié en décembre 1999, dans le numéro 10 du magazine L'Œil électrique, ce strip est le deuxième d'une série intitulée Pushing the Limit. Lors de l'impression, le titre de la série et le nom de l'auteur ont été ajoutés. Titre suggestif, sobriété du trait, bulles énigmatiques. Comment lire un tel strip de bande dessinée? En 1990, le jeune Luc Cotina, qui ne signe pas encore sous le pseudonyme de Morvandio, est en proie à une forte désillusion. Le modèle artistique, qu'il admire en la personne de Gérard Lenormand, s'avère n'être qu'un personnage vulgaire, capable de frauder pour obtenir le permis moto. C'en était fini du culte sans borne que je vouais à Gérard. J'ai tué pour toujours ce père artistique. Ce fut le début d'une longue cuite existentielle dont seule la bande dessinée pouvait interrompre la gueule de bois. En 1991, Morvandio est frappé par une nouvelle révélation. Par le biais d'un livre de classe intitulé « Les couleurs de la vie », il se découvre une soif de voyage qui ne le quittera plus. Il déménage aux États-Unis, pays de la liberté. Confronté à la réalité miséreuse des bas-fonds new-yorkais, les illusions de l'artiste au sujet du monde qui l'entoure sont là encore mises à rude épreuve. Il sombre dans une profonde dépression avant de regagner la France.
L'angoisse de devenir une vieille loque alcoolique qui pue du bec revient souvent dans les propos de Morvandiau au sujet de cette période difficile. En 1993, lors d'un repas chez son vieil ami d'enfance Saint-Glinglin, il est décidé de la création d'un journal poétique et photocopié. Morvandiau et ses amis veulent lui trouver un titre vendeur qui permettrait de toucher un large public. On pointe une carte du monde au hasard, il s'appellera Calémia sur le Tanganyika, nom d'une ville et d'un lac zaïrois. Saint-Glinglin en typographie le titre. Dans les mois qui suivent, l'activité artistique du groupe ne se dément pas. Publications, agite-prop, happening, lecture, exposition. On déclare tout à la fois la mort du postmodernisme, la nullité des institutions européennes et le règne absolu des coquillettes. Aux côtés de ses camarades, Morvandiau cherche, expérimente, farfouille. Son premier dessin traitant du dégueulis apparaît naturellement dans les pages du numéro 2000 de Calémia. Ses diverses collaborations dans la presse lui permettent de développer ce thème dans un hommage en forme de clin d'œil aux images qui nourrissent son enfance et orientent son identité artistique. Un dessin rapide et sommaire, un graphisme stylisé, l'utilisation massive du blanc correcteur, telles sont les marques esthétiques du travail de Morvandiau. Évoluant dans l'univers interlope de la presse magazine et de l'édition underground, il a développé un goût certain pour le noir et blanc, mais aussi une attirance pour les gags en one-shot et pour le strip, forme courte de la bande dessinée. Rapidité d'exécution et de compréhension sont de mise. Rompant avec la tradition, Morvandiau ne réalise aucun crayonné. Ces nombreux ratés se doivent d'être recouverts d'une convenable couche de blanc chimique. En 1994, déjà rompu à cette technique de recouvrement, Morvandiau fait breveter sa propre formule chimique de blanc correcteur, sous le nom de IMW, International Morvandiau White. Il l'utilisera dorénavant dans la plupart de ses œuvres. La série Pushing the Limit ne fait pas exception à cette pratique. L'étude au rayon X de Quand devient-on gourmet laisse en effet apparaître de nombreux repentirs. Ces derniers témoignent d'une recherche continuelle de spontanéité et d'une verve sagace. Le cadre de la série est strict. Un titre en forme de question et 4 cases pour y apporter des éléments de réponse. Pour être sans cesse au contact de l'avant-garde artistique, Morvandiau n'en oublie pas pour autant les leçons des grands maîtres de la Renaissance. Basé sur le nombre d'or,
Rythmée par les 4 cases et les 3 espaces intericoniques, la composition esthétique du strip épouse la tension grandissante de la narration jusqu'à son dénouement libérateur. On l'a vu suite à son séjour new-yorkais, Morvandio a connu les affres de la cuite, au propre comme au figuré. La thématique du vomi, si chère à son travail, ne s'explique pourtant pas par cette seule péripétie. Issu d'une famille à la fois bohème et mystique, Morvandio considère l'homme comme une victime expiatoire et consentante. Marqué par la lecture d'Engels, qu'il découvre aux États-Unis, et par la critique sociale radicale développée au sein de Kalemia sur le Tankanika, il charge la vomissure d'une dimension symbolique. Comment ne pas y voir le trop-plein matérialiste qui inonde une société en pleine crise spirituelle? Morvandio n'est pas pour autant un moraliste. Plus qu'une vision panthéiste qui diviniserait la nature, il défend l'idée d'une solitude existentielle, ancrée à la réalité par une ardoise au bistrot. Ces différents travaux attestent de l'expression complexe de la convivialité alliée à la subversion. Rimbaud, Van Gogh, Bukowski, Gérard Lenormand, tous les artistes que j'ai admirés se sont consumés comme des flammèches, dans un mouvement court, lumineux et intense. Gerber, dégobiller, débagouler, dégueuler, poser un renard. Il ne s'agit que de mots dont l'art doit pouvoir s'emparer en transcendant la simple consistance.